Amis expatriés, bonjour. Si vous faites partie des très nombreux expatriés qui réfléchissent à se reconvertir dans le domaine de l'enseignement et qui se disent que pour ça, il serait quand même bon d'être formé parce qu'on ne s'improvise pas prof, puis en plus on n'est pas recruté si on n'a pas les bons diplômes, alors cette vidéo d'aujourd'hui est pour vous. Et oui, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Desgeorgiou. Bonjour Bonjour. Jean-Pierre. Je suis ravie de vous accueillir parce que vous êtes le directeur du collège Sévigné, qui est un collège que peut-être vous connaissez pour sa formation élémentaire pour les enfants, mais qui, depuis quelques années, a lancé une formation pour les futurs enseignants et qui est particulièrement adaptée à notre situation, puisque c'est une formation qui peut se faire à distance, tout de suite ça nous arrange, avec énormément de souplesse pour coller à des horaires décalés et à des rythmes différents, et en plus spécifique pour l'enseignement des langues dans un milieu plurilingue. Vous voyez, on est chez nous là. Donc Jean-Pierre, en fait, vous êtes chez vous, chez Expat Communication. Bienvenue. On a plein de questions à vous poser. Juste un petit rappel des règles du jeu. Vous savez que vous pouvez vous poser vos questions en direct dans le fil Facebook de la discussion. Si vous, en vous nous entendant, vous vous dites « Ah ouais, mais ça intéresserait bien aussi telle ou telle personne », taguez-les tout de suite dans le fil de la discussion, comme ça, elles l'attrapent en route ou elles pourront le retrouver plus facilement. Et puis, surtout, interactivité, questions, on est parti. Alors, première question qui va vous sembler évidente, mais c'est pas parce qu'on a envie d'être prof qu'on connaît tout au cursus de formation. Déjà, dans l'absolu, avant même de réfléchir au collège Sévigné, etc., qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, en 2021, pour devenir professeur des écoles ou professeur au collège? Parce que ça a beaucoup changé, non? Oui, en fait, la situation a beaucoup évolué et les voies sont en réalité multiples. La voie la plus classique consiste en fait à passer des concours de l'enseignement pour le professorat des écoles d'une part, et puis pour le secondaire, on passe ce qu'on appelle donc le CAPES. Pour passer ces concours, il faut une licence et en général, on s'inscrit dans un master MEF, donc consacré à l'éducation MEF, ça veut dire? dans les universités. Alors MEF, c'est Patrick Alusca qui peut répondre à cette question puisqu'il est lui-même... il est lui-même. Parce on est très gâtés aujourd'hui. Nous avons avec nous Jean-Pierre Desgeorgiou en plateau et nous avons Patrick Alusca, le directeur des programmes, mais qui va nous rejoindre à la fin de l'émission. Donc, il n'est pas encore là pour nous répondre, pour nous dire ce que c'est que le MEF. Il nous le dira tout à l'heure. Donc, c'est un master, je réponds quand même du coup avant lui. Donc, c'est un master consacré à l'éducation et à la formation, en fait. Non, soit on fait le cursus classique, licence, on passe le concours et pour ça, on a intérêt à faire un master MEF. Absolument. Ça, c'est le parcours le plus classique. Oui, c'est le parcours le plus classique. Et alors, on passe les concours. On peut ne pas les passer également et chercher à être employé avec simplement un master MEF. Mais dans ce cas-là, évidemment, on n'est pas titulaire de la fonction publique. On peut être employé, par exemple, dans un établissement privé ou en contrat local à l'étranger. Et ça, c'est pour le public? Et pour le privé, c'est d'autres types de concours? Alors, pour le privé, il existe également des concours. Au sein du concours public, il y a quelques postes qui sont consacrés au privé. On appelle ça le CAFEP pour le secondaire, et il existe l'équivalent pour le primaire. Et dans ce cas-là, donc, un parc de postes, on passe le même concours. Que les candidats du public, et puis on est classé dans un système à part. On peut également, dans un établissement privé, se présenter sans concours avec précisément un master MEF ou d'ailleurs d'autres diplômes parfois, et à ce moment-là, avec d'autres contrats, et on n'est pas rémunéré par le rectorat. Quand vous avez un concours, que vous ayez obtenu un concours public ou un concours privé, vous êtes rémunéré par le rectorat. Quand vous n'avez pas ces concours, à ce moment-là, vous êtes dans des contrats de droit privé. Et alors, la formation que vous proposez, quel va être son objectif? C'est de préparer au concours? C'est de faire l'équivalent de ce master MEF qui ouvre toutes les portes? Alors, le projet de ce diplôme d'établissement n'est pas de préparer au concours. Nous avons au Collège Sévigné d'autres formations qui préparent précisément au CAPES notamment. Le projet est plutôt de proposer
à des candidats qui ont déjà un cursus universitaire derrière eux, mais pas forcément un cursus classique, de les préparer au métier d'enseignant. Donc on est plutôt dans quelque chose qui serait équivalent à un master et qui permettrait ensuite d'être employé plutôt sous des formes de contrats privés et non pas payés par le rectorat, dans des établissements à l'étranger ou dans des établissements privés en France, notamment les établissements qui ont vocation à déployer, développer l'enseignement plurilingue. Très bien. Et alors là, parce que vous dites, c'est pour ceux qui ont une formation universitaire. Parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui n'ont pas une formation universitaire au sens strict, mais une formation en école, enfin plutôt type école de commerce ou école d'ingénieur. Ça vaut quand même comme formation initiale? Absolument. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste des disciplines classiques enseignées à l'école pour pouvoir prétendre à ce diplôme universitaire. Il suffit que vous ayez vous-même une formation de base, à partir de Bac+2, Bac+3 étant l'idéal, et quelle que soit, au fond, la discipline, vous avez les prérequis pour pouvoir suivre la formation. Et ensuite, c'est à nous de vous apporter les contenus disciplinaires dans les disciplines que vous avez choisies pour le secondaire ou avec l'éventail de toutes les disciplines pour le primaire, puisqu'on enseigne de tout au primaire, du français, des mathématiques, mais aussi des sciences et puis de l'art. Et c'est nous qui vous apportons la boîte à outils qui vous permettra ensuite de pouvoir enseigner. Il faut donc une année pleine pour pouvoir vous mettre à niveau dans ces différents secteurs. Voilà, donc vous qui nous écoutez, là, je pense que vous commencez à voir si vous êtes dans la cible de ceux qui pourraient participer à ce programme. Donc, une expérience à l'étranger, c'est bien vu. Une formation initiale, minimum Bac+2, plutôt Bac+3, voire beaucoup plus, parce qu'on voilà, on sait que les expatriés ont souvent beaucoup de diplômes, ce qui ne les empêche pas souvent à un moment de se poser la question de l'enseignement, parce que ça peut être flexible, parce que c'est ce qui peut être fait là où ils sont aussi, avec cette problématique de l'enseignement plurilingue. Donc on est pile dans le sujet, je disais. Alors, maintenant, concrètement, comment se passe cette formation? Donc vous venez nous dire, ça dure 1 an, et c'est en ligne. Et alors, il y a différents types de modules? Oui, alors ça dure 1 an, de préférence. On peut, suivant les cas particuliers, c'est notamment si vous avez un emploi à côté de votre formation, il est possible de proposer une extension de la formation, en général à 18 mois, c'est tout à fait adaptable. Mais en règle générale, c'est en effet 12 mois. C'est en ligne, donc on peut le faire à distance depuis un pays à l'étranger. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va apprendre alors pendant cette formation? Ah oui. Alors, ce qu'on apprend, c'est le projet de fond, c'est l'idée de dire que vous allez pouvoir être un enseignant opérationnel à l'issue de cette formation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous présenter dans un établissement en disant non seulement je connais les bases de ma discipline, par exemple je vais enseigner le français, mais je sais aussi comment ça marche. Alors comment ça marche? C'est comment ça marche devant une classe, comment je gère une classe, comment je donne des devoirs, comment j'évalue, comment je maintiens la discipline, comment je discute avec les parents. Vous avez toute cette phase opérationnelle extrêmement importante, mais aussi comment j'aborde, par exemple, en situation plurilingue, un établissement français à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, comment je gère les situations de multilinguisme dans les différents pays, comment je gère la question du français langue étrangère pour des élèves qui pourraient être en difficulté. Alors ça se présente sous forme de blocs, en fait. Le premier bloc, on l'a appelé UE1, c'est le bloc pédagogie générale. C'est là que vous apprenez les grandes questions qui se posent quand on devient enseignant. Alors, j'ai cité quelques questions, j'en redis quelques-unes. Qu'est-ce que c'est qu'évaluer? Pas seulement comment corriger une copie, mais à quoi cela sert-il de donner des notes? Et il est très important qu'avant de vous retrouver dans une classe, vous ayez réfléchi à ce genre de questions. La question du genre, des rapports garçon-fille, cela peut se poser aussi dans vos classes, dans les cours d'école. Et donc, on vous aide, en fait, à conceptualiser
tous les problèmes qui pourraient se poser à vous de manière en fait très concrète. On vous aide aussi à connaître les textes réglementaires, parce que très souvent, vous travaillerez dans des établissements qui sont sous contrat avec l'école, avec l'État, et il faudra que vous connaissiez les attentes justement de ce contrat, liées à ce contrat. Et puis, évidemment, il faut que vous connaissiez aussi comment fonctionne un établissement. Il y a une direction, il y a une vie scolaire. À qui allez-vous vous adresser quand vous rencontrerez tel problème? Très simplement, par exemple, dans votre classe, un élève ne se sent pas bien. Comment fait-on? Qui appelle-t-on? Oh, c'est le rêve de savoir ça avant de commencer à être prof. Absolument. C'est des choses qui jusqu'ici s'enseignaient beaucoup sur le tas. Exactement. Et donc, pour rendre les candidats opérationnels, eh bien, il faut les aider à le conceptualiser, à le voir, à y réfléchir. Donc ça, c'est le premier module. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, alors, selon que vous avez choisi un parcours pour devenir enseignant primaire ou enseignant au secondaire, le deuxième module change. Si vous devenez enseignant au primaire, vous avez un module disciplinaire. Et à ce moment-là, vous apprenez dans ce module, matière par matière, les contenus disciplinaires nécessaires. Alors, vous avez par exemple un cours de français. Alors, on ne vous y apprend pas le français comme si vous étiez un élève, hein, mais on vous donne les éléments didactiques qui vous permettront de transmettre le français selon les niveaux que vous aurez, CP, CE1, jusqu'en CM2. Vous y ferez des sciences de la même manière, et donc vous aborderez les disciplines et la manière dont il faut, ou dont on doit, ou dont on peut les enseigner. Ça, c'est le deuxième bloc. Et ça, c'est donc à la fois, oui, si je reformule, le contenu et la pédagogie. En fait. Exactement. D'accord. Exactement. Le troisième bloc, dans le cas où vous êtes dans l'enseignement primaire, qui est en fait notre UE4, le troisième bloc est le bloc qui va vous sensibiliser à la question du plurilinguisme. C'est là que vous faites du français langue étrangère, mais c'est là aussi que vous étudiez les questions de profil multiculturel. Et on va vous donner des études de cas, et puis vous allez pouvoir les analyser. Alors, par exemple, un enfant qui est franco-britannique a telle et telle spécificité, finalement. Il aura telle facilité d'apprentissage d'un côté, et puis il rencontrera des difficultés, et donc on vous apprend à les serrer pour que vous ne soyez pas démunis au moment où ces problèmes vont se présenter. Et bien entendu, il ne s'agit pas que de problèmes, mais aussi de richesses, puisque vous avez affaire à des ressources incroyables, et donc cela vous permet aussi de construire vos cours en tenant compte du caractère multiculturel et multilingue de votre auditoire. Si vous êtes enseignant du secondaire, vous avez des blocs qui sont identiques, et puis vous en avez un qui est différent. Le premier bloc sera identique, c'est-à-dire que la pédagogie générale sera le même que pour le primaire. En effet, les mêmes questions se posent, l'évaluation, les conflits, l'interface avec les parents, la relation avec les institutions qui vous encadrent, la direction, la vie scolaire, etc. Le deuxième bloc, en revanche, est différent puisque ce sera un bloc disciplinaire consacré au secondaire. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le panel des matières propres à l'enseignement primaire, mais vous devrez choisir 2 matières que vous serez ensuite amené à enseigner. On vous conseillera à ce moment-là dans le choix de vos matières. Nous déconseillons les matières trop divergentes, à moins que votre parcours s'y prête. Hein. Nous avons régulièrement des cas de candidats qui sont à la fois ingénieurs et passionnés par l'histoire, et qui donc, du coup, choisissent des matières où il faut faire a priori le grand écart entre sciences, par exemple, informatique et histoire. Et puis, vous avez quand même, de manière plus générale, des sensibilités, par exemple, français, philosophie, sensibilité langue vivante. Il peut y avoir français, anglais, hein, qui peut être demandé, ou français, histoire, géographie, ou bien mathématiques et sciences physiques. Donc, on vous invite à choisir les couples de disciplines en fonction évidemment, de votre parcours initial. Ce qui veut dire que les candidats qui sortent de chez vous auront une polyvalence
dans les matières qu'ils peuvent enseigner, qui est extrêmement apprécié par les lycées de l'étranger. Absolument. En fait, le but, c'est justement d'éviter la monodisciplinarité dans le secondaire parce que, à l'étranger, comme en France d'ailleurs, hein, dans certains établissements privés, lorsque l'établissement n'est pas immense, de taille plus réduite, il a besoin en fait d'enseignants polyvalents pour avoir des services complets. En fait, hein. Donc, on peut être appelé, par exemple, à avoir un service de mathématiques et puis un complément en sciences physiques. Ce qui ne sera pas forcément quelque chose de très compliqué pour ceux parmi vous qui ont déjà un background, voilà, comme vous dites, d'école d'ingénieur ou d'école de commerce. On voit bien qu'il y a plusieurs matières que vous êtes capable d'enseigner. Exactement. Évidemment, il y a plein de choses à apprendre, mais la marche n'est pas forcément trop élevée. Donc ça, c'est les 3 modules principaux. Et quand on a fait ces 3 modules, on a terminé? Et quand on a fait ces 3 modules, on est prêt. Alors, sachant que donc, par module, vous avez donc plusieurs matières, hein, donc plusieurs enseignants. Donc, imaginez bien, hein, par exemple, dans le module 2, vous êtes dans le parcours devenir enseignant au primaire. Vous aurez donc un professeur de français, un professeur de sciences, un professeur d'art, un professeur de qu'est-ce que j'ai pu oublier, de mathématiques. Et donc, voilà, rien que pour ce bloc-là, vous avez plusieurs évaluations, plusieurs cours. Donc c'est assez dense, mais le jeu en vaut la chandelle. À la fin de cette formation-là, vous êtes à la fois formé vous-même disciplinairement, donc vous ne vous posez pas trop de questions sur ce que vous devez enseigner. Normalement, les accords en français, les conjugaisons, la littérature de jeunesse sont des choses que vous avez vues, que vous avez intégrées. Et puis en même temps, vous êtes opérationnel d'un point de vue professionnel. Vous savez ce que c'est qu'une vie scolaire, vous savez à quel moment vous avez affaire à une direction, ce que c'est qu'un service et quel rapport vous avez avec les parents, par exemple. Donc c'est quelque chose qui va renforcer notamment nos chances de trouver un premier emploi. Mais quand je vous entends, je me dis c'est surtout super pour le confort qu'on aura dans la suite de notre enseignement. On parle beaucoup de mal-être des enseignants. Est-ce que ça, c'est pas une façon de le prévenir parce qu'on a les bonnes bases dès le début? C'est très exactement ça. C'est-à-dire que dans les formations classiques plus anciennes, le disciplinaire avait, et je reconnais que c'est très important, avait une place fondamentale. Il faut effectivement être solide dans les savoirs que l'on va transmettre. Si l'on est soi-même inquiet, on transmet cette inquiétude. C'est un fait. Mais c'est aussi un métier. Et si on ne l'envisage pas d'entrer de manière globale, ce métier, on entre dans la profession avec le danger de souffrir, parce qu'on finit par considérer que toutes les autres tâches extérieures à celles qui consistent à professer la discipline que l'on porte sont des tâches annexes qui se surajoutent et qui ne font pas partie de ce que vous devez faire. Vous le vivez donc en fait comme une contrainte au lieu de le vivre comme finalement le fondement de votre métier. Si vous entrez dans un établissement en ayant complètement intégré que votre métier, c'est d'assurer une éducation au sens global, c'est-à-dire avec les parents, avec les autres acteurs qui ne sont pas des figurants de l'éducation, l'infirmerie, la vie scolaire, encore une fois, et puis les autres collègues, alors vous vous sentez mieux parce que vous comprenez ce qu'il faut faire. Ça me donne presque envie de vous poser une autre question qui est, je vois bien l'intérêt pour des gens qui voudraient devenir professeurs, mais quand je pense à tous les enseignants qui souffrent dans leur métier actuel, on peut faire ce cursus quand on est déjà professeur? Oui, on peut faire ce cursus, notamment, alors, il y a un cas qui est qui serait tout à fait pertinent. Beaucoup d'étudiants cherchent à avoir une expérience professionnelle rapidement, parfois sans avoir passé les concours, ils sont titulaires d'un master, et c'est vrai que l'on peut être employé dans un établissement qui a besoin, par exemple, au pied levé d'un professeur de français. Ces jeunes enseignants sont un peu démunis et se demandent du coup comment, par exemple, procéder à une évaluation. À vrai dire, ils ne se posent pas tout de suite la question. Ils procèdent à des évaluations parce qu'on a toujours l'impression que l'on connaît ce métier puisqu'on a été soi-même élève. Donc on sait bien comment faire une dictée, on sait bien comment faire un devoir puisqu'on a le souvenir de ce qu'on a. Et c'est au moment où les problèmes se posent, contestation des notes, élève, par exemple dyslexique avec grave difficulté qui ne peut pas faire la dictée, que d'un coup on est perdu et qu'on se dit mince, en fait, même évaluer c'est un métier. Et là, je crois que vous parlez des jeunes des étudiants qui deviennent professeurs en remplacement.
Là, je pense que vous avez tous en tête des amis expatriés que vous pouvez taguer, qui font des remplacements au lycée français comme ça et qui seraient vraiment prêts à continuer dans ce métier si jamais ils étaient un peu épaulés et outillés. Parce que c'est des gens qu'on lance dans le grand bain et qui sont souvent bien démunis. Absolument. Là, on voit bien, je pense qu'on est tous d'accord sur l'intérêt de cette formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de son rythme? Parce que j'entends toutes les petites voix qui disent oui, bon, ok, on a dit que c'était à distance, mais moi j'ai des enfants, mais moi j'ai un job en même temps, mais moi je suis en Australie, j'ai un gros décalage horaire. Comment ça se passe sur le plan de l'organisation de la formation? C'est un point extrêmement important en effet, parce que nous avons envisagé que effectivement cette formation pouvait s'adresser à des candidats qui avaient des situations professionnelles familiales très différentes les unes des autres. La question du rythme est fondamentale quand on se forme, et notamment à distance. Alors, ça se passe de la manière suivante. D'une part, vous avez le confort de la plateforme en ligne qui vous donne des cours que vous pouvez consulter de manière asynchrone quand vous en avez le temps. Toute la difficulté est en fait d'arriver à trouver l'espace-temps dans votre propre existence pour pouvoir vous former. À cet effet, Patrick Aluska, qui est donc le responsable de la formation et qui en dira sans doute un mot tout à l'heure, s'entretient préalablement avec tous les étudiants et leur propose finalement un schéma personnalisé et individualisé pour que chacun puisse identifier le temps dont il aura besoin et la manière dont il pourra l'aménager dans la semaine. Et de façon concrète, c'est un volume horaire on compte quoi? On compte une demi-journée par semaine? On est plutôt sur 3 jours par semaine? Il faut compter environ une bonne journée par semaine. Je dirais une dizaine d'heures. Donc moi, je ferais quelque chose comme une journée complète et puis répartir quelques heures encore dans la semaine. Mais typiquement, ça devrait suffire si vous consacrez. Ah oui, donc c'est pas un volume non plus, c'est pas le seul projet de mon année. Non, c'est vraiment conçu pour que vous puissiez justement avoir une vie à côté. Je peux même le faire en enseignant à côté. Vous pouvez le faire en enseignant à côté. C'est dense, hein. Ce sont 10 heures denses. En revanche, c'est tout à fait faisable. Le problème qui se pose n'est pas celui de la quantité par semaine, c'est le fait de s'organiser pour que ce travail hebdomadaire existe. Oui, parce que c'est c'est beaucoup de temps, mais c'est pas énormément de temps non plus. Donc, il risque de passer Exactement. en dessous du reste. Et ensuite, d'un coup, on peut se sentir perdu, alors surtout qu'on est loin. D'un coup, ça fait, je ne sais pas, 15 jours qu'on n'a pas ouvert sa plateforme. Et là, on se dit, mince, il y a beaucoup de cours à apprendre. Parce que 15 jours sans ouvrir ma plateforme, ça veut dire que tout est en ligne et tout est tout seul? Alors, on a des rendez-vous réguliers avec les formateurs, grosso modo une fois par mois. On voit l'ensemble des enseignants. On a des échéances avec des devoirs à rendre. Mais justement, l'essentiel, c'est de garder un rythme qui nous soit propre, c'est-à-dire de ne pas attendre les échéances pour se mettre à travailler et de bien rester soi-même exigeant en travaillant très régulièrement. La régularité, vous me parliez du rythme, la régularité, c'est le secret. D'accord. Donc quand même une formation qui est assez solitaire, mais épaulée. Exactement. Et on va dire mentorée. Exactement. Très bien. Alors, après, on a toutes les questions et on a la chance d'avoir en ligne avec nous Patrick Aluska, qui est le directeur du programme, donc à qui on va pouvoir poser aussi, je suis sûre qu'il saura aussi très bien nous parler du fond, mais aussi des questions sur la technique et la logistique du programme. Première question pour vous, Patrick, déjà, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Alors, Patrick, première question, quel est le prix de ce programme et quelles sont les possibilités de financement? Alors, le prix, comme c'est une formation qui propose plusieurs parcours, en fait. Vous m'entendez bien, ça va? Impeccable. Voilà. Alors donc c'est une formation qui propose plusieurs parcours et donc il y a des prix qui s'adaptent au parcours choisi. Il y a donc 3 parcours. Pour faire simple, on va dire le parcours centré sur le primaire, vraiment les enseignants qui veulent enseigner au primaire. Le parcours complet coûte 3 100 € la formation. Ensuite, il y a un parcours
centré sur le primaire, mais avec une ouverture sur le secondaire. Les candidats peuvent prendre une discipline dans le secondaire. Eh bien, ce parcours coûte 3 900 €. Et ensuite, il y a un parcours ciblé pour le secondaire avec 2 disciplines, ce qu'on appelle la bivalence. Et ce parcours est à 3 100 €. Et il y a dans tous les parcours des UE qui sont incontournables. Il y a 2 UE qui sont présents dans tous les parcours. C'est l'UE1, comme le disait M. Giorgio tout à l'heure, la pédagogie générale, qui est applicable à tous les niveaux, et aussi, ce qui fait peut-être la spécificité et le squelette de la formation, c'est le contexte plurilingue qui existe dans tous les cas. Et il y a une nouveauté cette année, puisque nous avons eu nous avons eu des demandes de formation avec des candidats qui n'avaient pas le niveau Bac+2. Par exemple, une dame qui avait le niveau bac et qui souhaitait, qui enseigne comme assistante maternelle à Bahreïn. Et donc, nous avons ouvert la possibilité d'obtenir des certificats de formation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir le diplôme, puisque le diplôme ne peut être délivré que lorsqu'on a un niveau d'entrée. Mais par contre, ils peuvent valider des certificats de formation avec un référentiel de compétences, avec une formation au choix. Alors, par exemple, chaque UE donne lieu à un tarif. L'UE1, c'est 765 €. L'UE2, avec la polyvalence au primaire, un certificat qui donne des compétences pour le primaire, 1040 €. Ensuite, nous avons l'UE3, le certificat ciblé sur le secondaire avec 2 disciplines, 765 €. Et enfin, un certificat spécifique sur l'éducation plurilingue, eh bien, c'est 1040 €. Voilà. Donc, on peut tronçonner en plus cette formation. Absolument. J'imagine que toutes ces informations, si jamais on n'a pas tout compris ou tout noté, on peut les retrouver sur votre site. Absolument. Dans quelle mesure ces formations-là peuvent être financées par les comptes de formation? Parce que depuis peu, maintenant on en est certain, les expatriés peuvent utiliser leur compte personnel de formation quand ils sont à l'étranger. Et donc, vos formations sont éligibles à ces systèmes? Alors, je pense que Monsieur Giorgio pourrait répondre davantage à cette question. En tout cas, pour ce qui concerne le diplôme d'établissement, eh bien, nous sommes en phase d'avoir un référencement RNCP, donc et une démarche Calliope qui pourra permettre un financement par les organismes. Donc ça, c'est une nouvelle importante aussi pour pouvoir financer ces formations. Imaginons, Patrick Alusca, que quelqu'un qui nous entende se dise « Alors là, la description qu'a fait Monsieur De Giorgio, c'est moi. Le parcours, j'en vois bien l'intérêt. Le prix que vous évoquez, ça passe. Comment est-ce qu'on fait si jamais on est intéressé? Vous sélectionnez tout le monde et sur quel processus? Alors, d'abord, il y a un contact avec le secrétariat qui est dans la plaquette. Ensuite, on me renvoie le lien. Moi, je fais un entretien Zoom, puisque les candidats sont extrêmement éloignés. Et d'abord, je vérifie la faisabilité du profil par rapport au niveau, par rapport aussi, comme l'a dit M. Giorgio, la capacité de travail et puis l'engagement dans la formation. Et ensuite, on vérifie effectivement le niveau. Et ensuite, il y a une commission. Il y a moi et puis il y a d'autres enseignants, une commission qui valide l'entrée en formation. Quels seraient les critères pour lesquels il vous arrive de refuser des gens? Alors, les critères, il y a un premier critère qui est un critère factuel de niveau, Bac+2. Ensuite, il a la possibilité, par rapport à une expérience professionnelle, d'entrer dans la formation avec une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Ça, c'est aussi une possibilité. Ensuite, il y a l'engagement dans la formation, la possibilité, parce que le travail est quand même assez conséquent, une bonne journée par semaine. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que les personnes peu à peu soient noyées dans la formation. Donc, on vérifie la faisabilité. Et si ces critères sont remplis, eh bien, la personne peut entrer en formation. Alors, je tiens à préciser qu'il y a également, en fin de parcours, il y a 2 sessions d'examen. C'est-à-dire que si le candidat ne peut pas, pour X raisons, ne peut pas faire l'évaluation finale, il y a, comme dans tous les diplômes, dans tous les masters, une session 2 pour réussir le diplôme. Très bien. Merci beaucoup. Et si jamais il y en a qui hésitaient encore un petit peu, est-ce que vous avez des exemples d'expatriés, comme ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont participé à cette formation?
Alors oui, tout à fait. Nous avons des premiers retours et d'ailleurs nous en sommes très satisfaits puisqu'il y a manifestement le diplôme a une bonne employabilité, comme on dit. Alors par exemple, il y a cette année hein, le parcours, les étudiantes du parcours de l'année dernière, une étudiante qui a trouvé un poste d'enseignante dans une école française en maternelle aux États-Unis. Une autre qui a trouvé également un poste en moyenne section dans une école française à Abidjan, Côte d'Ivoire. Également une étudiante dans un collège à Abidjan et également un poste au lycée français d'Ottawa au Canada. Donc petit à petit, les lycées français de l'étranger vont être noyautés par les anciens du collège Sévigné. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir parlé de cette formation parce que vraiment, ça colle tellement bien avec à la fois les projets des expatriés et leurs conditions de vie, etc. Monsieur De Giorgio, Monsieur Lusca, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette formation. On garde précieusement vos coordonnées si jamais il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui voudraient vous poser des questions. Et peut-être un mot de la fin pour encourager ceux qui se posent des questions, pas tant sur votre formation que sur le métier d'enseignant, parce que c'est quand même un grand saut de se lancer dans cette démarche. Quelle serait pour vous peut-être la définition d'un bon enseignant? À mon avis, il y a plusieurs définitions pour être un bon enseignant, mais je dirais que on est dans un monde qui a plus que jamais besoin en fait d'avoir des enseignants qui aiment leur métier, qui le font par passion, par envie. Et donc un bon enseignant, je demanderai à Patrick sa définition, mais c'est quelqu'un qui sait transmettre des savoirs classiques, ça reste tout à fait important. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui sait transmettre le caractère positif de son propre projet de vie. Plus ce projet est mûr et accepté, mieux les enfants finalement se sentent, plus ils sont heureux. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, je dirais que effectivement, on glisse, on le voit maintenant avec les nouvelles maquettes des concours, on glisse peu à peu vers un enseignant qui était, il n'y a pas très longtemps encore, un transmetteur de savoir, un transmetteur qui était le garant de la connaissance universitaire. On glisse peu à peu vers la transmission pédagogique et je dirais, pour finir, que pour moi, un bon enseignant, c'est au-delà de la discipline, c'est quelqu'un qui doit transmettre des valeurs et surtout préparer les élèves en fait à la complexité du monde, à les engager vers à leur permettre de s'intégrer dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus mouvant. Et c'est ça peut-être être un enseignant. Un grand merci, messieurs, de nous rappeler qu'avant tout, avant la formation, etc., il y a quand même de la passion et une mission dans ce métier et qu'elle est bien belle et qu'on est très heureux d'en avoir parlé avec vous. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci.